Ici, dans ce podcast, on dépoussière ce qui a dépoussiéré, on nettoie ce qui a nettoyé, on renverse ce qui a renversé, on flingue ce qui a flingué. Pas de langue de bois, on est incisif. C'est de la vente à l'état brut. On vous dit tout, on se dit tout. Asseyez-vous confortablement, attachez votre porte-flingue et soyez les bienvenus dans votre podcast, Les Tontons Closers. Hello, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode des Tontons Closers. Moi, c'est Sinessi. Moi, c'est Steve Bellet. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est l'externalisation des pôles de vente. C'est ça. Comme pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un pôle commercial externalisé finalement et quels sont les bienfaits d'avoir un pôle commercial externalisé contrairement à ce qu'on peut croire, et aussi on va parler un peu du marché concrètement. Alors aujourd'hui, en fait, pour te poser le cadre, sache qu'il y a ce qu'on appelle un peu trois mondes, trois univers. Le premier, c'est celui que tu connais de façon traditionnelle, celui par lequel on a commencé depuis des décennies ou des siècles, c'est le monde des corporates. On entend par là les TPE, les PME et les grands comptes, les multinationales, tout ça. À côté de ça, il y a effectivement deux autres mondes qui sont nés avec la digitalisation. C'est d'abord le monde effectivement des startups, ce qu'on appelle ici, nous en France, la Startup Nation. Oui. Et puis, il y a également les business en ligne. Les business en ligne, tu sais, c'est plutôt des business de solopreneurs qui ensuite cherchent à croître, à scaler aussi, comme les startups. Et là, ensuite, ils vont devoir justement s'entourer et créer une équipe. Et c'est dans le cadre, effectivement, de ce scaling, que ce soit des entreprises dans le monde des startups ou dans le monde des business en ligne, qu'on va principalement te solliciter aujourd'hui dans le cadre de ce podcast. Même pour les corpos, ça reste aussi une réalité. Ça reste aussi une réalité, d'autant plus que même les corpos, ils ont des problématiques qui sont différentes. C'est surtout lié à la performance ici de leur équipe commerciale et d'où la nécessité forcément de former un peu plus leurs commerciaux. Ils ont des capitaux, des moyens illimités, donc faire un peu moins de ventes ou avoir des pertes, c'est un sujet, je pense, mais ce n'est pas non plus le sujet le plus capital pour eux. Contrairement aux infopreneurs, donc la niche infopreneur, business en ligne et les startups qui, eux, justement, ils ont besoin d'avoir de très très bons commerciaux pour pouvoir grandir, scaler au maximum leur activité. C'est ça. Juste peut-être scaler, peut-être une définition. Si jamais tu es effectivement un peu novice sur les business en ligne, sur les business justement digitaux, scaler, c'est tout simplement changer d'échelle. C'est-à-dire que tu as un certain niveau de croissance et tu veux passer à l'étape supérieure, à l'étape d'après. Donc, il va falloir effectivement que tu fasses plus de chiffre d'affaires. Et comme tu es un homme ou une femme et que tu n'as que 24 heures dans une journée, à un moment donné, tu es limité par effectivement tes propres capacités physiques. Et donc, tu vas devoir, même si ton marketing il suit et t'amène plus de leads, il va falloir justement… Il faut les traiter. Donc, il va falloir que tu accroisses ton équipe avec effectivement un marketeur, avec des commerciaux, une assistante. Et là, effectivement, tu vois que ton équipe se développe parce que toi-même, tu veux développer ta boîte et donc scaler, c'est-à-dire augmenter ta capacité à générer du chiffre. Et donc, tu dirais que aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est important alors finalement d'avoir du coup un pôle commercial externalisé? Je vais prendre le cas des startups. Vraiment, je vais faire le focus ici sur ma question par rapport aux startups. Okay. Pourquoi aujourd'hui, ça va être important pour eux et de manière urgente, j'ai même envie de dire, parce qu'ils sont dans cette politique, on le voit plus d'aller faire des levées de fonds que d'aller essayer de gagner véritablement de l'argent. Et c'est un peu paradoxal, parce que généralement, ils ont de très très bons produits qui réussissent à capter finalement les personnes, les utilisateurs, mais derrière, ça ne suit pas financièrement. Comment est-ce que tu expliques ça? Concernant les startups, c'est un monde qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que dans le monde des startups, l'argent coule à flot. C'est ça. L'argent coule à flot avec deux entrées. Il y a le flot qui vient des subventions. La BPI, l'État, les régions vont sponsoriser les startups parce qu'aujourd'hui, avoir une startup, c'est génial. Et surtout lorsqu'on a des startups qui sont ce qu'on appelle des champions, ce qu'on va appeler des licornes. Ouais. Donc en gros, dans le monde des startups, il y a trois niveaux. Tu as justement la startup, celle qui va démarrer. Ensuite, il y a un deuxième niveau, on va l'appeler la scale-up, c'est-à-dire que là, maintenant, elle commence à générer quand même plusieurs dizaines de millions d'euros. Et ensuite, il y a les licornes, qui sont les champions de leur catégorie, qui, eux, font plusieurs centaines de millions d'euros, voire le milliard, plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Et donc, dans le monde de la start-up, tout le monde, un peu comme à l'époque de la ruée vers l'or, tout le monde a fait cette ruée vers la levée de fonds. Et donc, la levée de fonds, on va venir, comme je le disais tout à l'heure, des subventions privées, étatiques d'ailleurs, donc la BPI, l'État, les régions, mais également des subventions privées sous forme effectivement d'investisseurs avec les fonds, les mécènes, les business angels, tout ça. Et ça fait que dans le monde des startups, lorsqu'on est très fort, on est très fort sur justement la tech, puisqu'on parle de legal tech, de med tech, de fintech. Donc, le propre de la startup, c'est de développer une technologie. Oui. Et là, on est très fort dans le monde des startups. Par contre, nous, on constate en tant que causeurs, commerciaux, formateurs en vente, que le niveau des commerciaux dans les startups est juste hallucinamment pitoyable, je dirais. Pourquoi? Parce que comme on est dans un monde où l'argent coule à flot, c'est ça. En fait, c'est un peu j'allais dire le complexe du riche, c'est que il va pas tellement être regardant sur la performance des commerciaux. Pourquoi? Il dépense sans compter. Il dépense sans compter. Alors que si on regarde le monde des corpos ou le monde des business en ligne, les mecs ils sont près de leurs sous, donc ils vont être très exigeants sur la performance et donc la rentabilité. Où est-ce que finalement on va chaque euro que je mets dans la boîte? Exactement. Et donc le défi qu'on a au niveau des startups, c'est que là on parle de pôle opérationnel, donc de pôle de vente externalisé. C'est que dans le monde de startup, l'idée c'est de faire la course à la levée. Et pour justifier cette levée, on va aussi faire la course à l'accroissement de l'équipe. Et donc on va avoir cette tendance à embaucher voilà, des équipes sales en interne avec un head of sales, donc un responsable de vente, et des sales et donc des commerciaux de différents niveaux, de différents niveaux et puis de différentes fonctions. Donc le prospecteur qui sera ce qu'on appelle le SDR ou qui peut être le BizDev. Ensuite le sales en lui-même, ça peut être aussi encore d'autres terminologies. On ne va pas rentrer dans la technicité, c'est pas ça le propos. Et l'idée pour une startup, c'est vraiment créer son pôle en interne. Ça permet effectivement de dire, moi j'ai des charges. Et comme j'ai des charges, j'ai besoin de temps en levée. Alors il y a aussi l'autre travers, c'est de se dire, d'avoir cette croyance, pour moi qui est une croyance limitante, de se dire, oui, il faut qu'on soit tous ensemble dans un local, qu'on ait notre baby-foot, qu'on ait notre coin cuisine et qu'on partage pour effectivement la start-up à l'américaine, quoi. Créer la start-up à l'américaine et la team spirit. Ouais. Sauf que cet état d'esprit d'équipe, on peut aujourd'hui la créer en faisant du distanciel et de temps en temps du présentiel. En faisant du présentiel. Donc une approche hybride. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la start-up a cette mauvaise tendance à se... Comment dirais-je? Pour moi, c'est des gens qui font de l'argent, mais qui ne sont pas regardants sur l'argent, alors qu'ils ont des investisseurs qui vont être très... qui vont, comment dirais-je, qui vont dire, voilà, moi, je veux du retour sur investissement. Et lorsqu'on peut lever, effectivement, de l'argent, je pense que les CEO d'aujourd'hui devraient se dire, tiens, je vais rentrer dans un nouveau paradigme des startups. Nous, c'est vraiment... parce que ça existe, hein. Là, on parle des startups de façon générale, mais certains sont déjà rentrés dans le nouveau paradigme, qui est celui-ci, qui est se dire, je fais une levée, mais j'optimise, moi, ma levée. En tant que CEO, cofondateur, j'essaie d'éviter de trop diluer ma part de capital en faisant entrer des investisseurs, mais en ouvrant le minimum. Pourquoi? Parce que si tu crées un pôle externalisé, ça te permet, toi, d'avoir à moins solliciter tes investisseurs parce que tu n'as pas de salaire fixe et des charges fixes à payer. Ouais. Ça te permet d'être plus en contrôle de ton activité, plus en contrôle de ton business. Donc, pense à ça également. Donc, ça serait pour moi la première chose à dire sur, effectivement, le monde des startups et les pôles de vente dans le monde des startups. Cette capacité à maîtriser, à rester en tant que cofondateur, maître de la destinée de sa boîte. Et aussi que du coup, les pôles commerciaux externalisés, généralement, sont pairs à la performance. C'est-à-dire que tu n'as pas nécessairement besoin de faire des avances généralement. Donc, ils sont pairs à la performance. Ils vendent, ils touchent une com. Alors que ton équipe commerciale en interne, du coup, tu dois payer les salaires fixes, etc.,
qui vendent ou ils ne vendent pas, il faut que tu les payes. Donc il faut aussi se dire qu'on est quand même dans un environnement, si on est sur le marché francophone en France, si on est en France principalement, ben, du coup les salaires, ça coûte très très cher. Avoir des salariés, ça coûte très très cher. Les salaires chargés, c'est énorme pour une boîte. Et quand tu as des commerciaux qui ne sont pas performants, parce que je pense que les startups, elles ne doivent pas oublier aussi que lever des fonds, c'est bien, mais gagner de l'argent, c'est mieux. C'est mieux. Ok, gagner de l'argent tous les jours, c'est aussi bien. Donc, de soit aller sur un pôle commercial externalisé où simplement tu vas pouvoir payer des commissions et donc pas avoir énormément de salaire à supporter dans ta boîte, ou si tu es dans ce modèle où avoir des salariés, etc., c'est important pour toi, je pense que c'est quand même important, il faut en avoir, c'est de leur donner les moyens d'aller monter en compétences dans leur façon de vendre, leur façon de closer, pour que tu puisses finalement générer plus de revenus. Parce qu'une boîte, une startup qui va générer de l'argent, forcément, va encore plus attirer des investisseurs. Exactement. Donc, les levées seront encore beaucoup plus intéressantes. Indépendamment de la technologie, etc., il y a aussi le côté, OK, on a une tech, mais in fine, derrière, une tech qui se vend bien parce qu'on a une équipe commerciale qui est performante, qui sait quoi faire, quand le faire, etc. Est-ce que tu veux qu'on leur donne un secret? C'est le but du podcast. Je pense que on a dit qu'on se disait tout. On se dit tout, vraiment sans filtre. Allez, disons. Allez. On va vous donner un secret extrêmement puissant. En fait, il y a très peu de startups qui y pensent. Et si toi, justement, tu es un CEO, tu es un cofondateur, si tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas effectivement à nous contacter. On pourra t'aider. Mais voilà le point. Le point, c'est que souvent, les startups, elles sont en quête de levée. Et avant la levée, il faut déjà que ton produit, ta tech, soit, tu aies trouvé ton product market fit, ok? Et que tu aies de la traction. Et quand tu commences à avoir de la traction, tu te dis, tiens, je tiens quelque chose. Et là, on va pouvoir maintenant accélérer le processus, itérer, réitérer pour voir effectivement si ça prend plus. Et là, à ce moment-là, tu commences à avoir l'idée d'ouvrir ton capital et d'aller chercher effectivement des fonds. Sauf que le problème, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que tu vas être amené parce que tu as un début de traction et si ta tech elle est intéressante, à devoir ouvrir ton capital, d'accord, et te dire, OK, l'investisseur dit, OK, bah écoute, Steve Sidney, j'aime bien votre idée, moi j'investis 200 000 euros et je veux 40%. Si toi, tu crois vraiment dans ton projet, 200 000 euros, au moment où tu galères, c'est beaucoup d'argent. Mais en même temps, tu sais que ta tech, elle vaut vraiment quelque chose. Tu dis non, 200 000 euros, c'est rien. Et comment contrer ça finalement? Parce que toi, tu as besoin de ces 200 000 euros pour pouvoir développer ta technologie, aller plus loin, toucher plus de clients, pour également encore plus avoir de preuves comme quoi effectivement le marché veut ton produit. Comment tu fais? Et c'est là que j'ai jamais compris pourquoi depuis des années, les startups s'entêtent, lorsqu'elles n'ont pas d'argent, à quand même ouvrir leur capital à des business angels pour aller chercher parfois des sommes ridicules. Elles vont ouvrir du 20% pour aller chercher un 10 000, 15 000, 50 000 euros de fonds. Alors qu'elles pourraient le faire avec les ventes. Alors que le truc, la clé, elle est simple. La clé, tu crées une muse en attendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une tech. Ta tech, elle n'est pas encore opérationnelle. Elle ne génère pas d'argent. Tu as autour de toi des ingénieurs, des développeurs, des marketeurs et des commerciaux. Pourquoi tu ne crées pas un business en ligne qui te génère du cash? Parce que le modèle des business en ligne, c'est de générer du cash de suite. Un business de start-up, c'est de faire un cash out. C'est-à-dire que là où les startups sont fortes, c'est de faire du cash out, c'est-à-dire que je crée une tech qui va me permettre plus tard de faire une levée et donc de sortir avec du cash. Donc c'est des business à cash out, alors que les business en ligne, c'est des business à cash immédiat. Immédiat, oui. Donc, crée un business en ligne dans le cadre de ta startup, peu importe, va dans le dropshipping si tu n'as aucune idée. Si maintenant, dans l'équipe, vous avez des compétences en marketing, montez une agence de marketing digital en attendant une agence SMMA. Aujourd'hui, de l'intelligence artificielle, si tu es dans une startup qui développe un produit à base d'IA, propose une formation. Ouais. Une formation. Si tu ne sais pas faire,
n'hésite pas effectivement à faire appel à nous pour qu'on puisse t'aider en ce sens-là. Mais là, c'est une vraie clé qu'on vous donne. Ça te permet d'avoir du cash in tout de suite. Et avec ce cash in, tu alimentes ta startup. Ça te permet de payer tes développeurs, de payer tes sales. Et ça fait que quand maintenant les business angels arrivent, les fonds arrivent, ben, tu ouvres ton capital sans avoir à baisser ta culotte. C'est-à-dire que lorsque tu aurais été pris à l'étau et tu aurais ouvert 40% pour 200 000 euros, là, tu ouvres 20% pour un demi-million, voire 1 million d'euros. Pourquoi? Parce que tu es en capacité de leur montrer que tu n'as pas besoin d'argent, que ta boîte n'a pas besoin d'argent maintenant. Mais là, ton cas de figure aujourd'hui, ça, c'est pour les startups qui débutent. Mais si on devait se pencher sur les startups en place, parce qu'effectivement, il y a des startups qui sont en place, qui font Yes. déjà qui font du CA. Bon, du CA, bon, c'est relatif parce qu'ils sont tout le temps à la recherche de levée de fonds, ils investissent pas mal, etc. Quelles sont leurs problématiques à eux finalement? Eux aussi, je pense qu'ils ont des améliorations parce qu'on a été déjà en discussion avec certaines startups ou alors nous-mêmes dans la recherche d'outils, etc. Ils étaient contactés par les pôles commerciaux de ces différentes startups, même les plus grosses. Et j'ai envie de te dire littéralement, on voulait tomber de notre chaise, tu vois. C'est ça. Tellement les mecs, ils ne se foulaient pas du tout. Ils étaient quasiment pas bons, vous savez, avec la fameuse démo de 15 minutes, démo du logiciel, etc. Si tu es chaud pour le prendre, tant mieux. T'es pas chaud, tant pis. Alors que ça reste quand même le closing finalement, c'est quelque chose de bien, c'est que nous, on va continuer de manière perpétuelle à faire ce follow-up là, ce suivi. Parce que moi, je sais personnellement, à titre personnel, il y a plein d'outils que je n'ai pas pris. Pourtant, ça a coûté un bon billet que j'étais prêt à prendre. Mais simplement, j'étais pris par autre chose. Et si les mecs m'avaient relancé, je l'aurais pris, tu vois. Mais ils ne l'ont pas fait. Je connais une startup qui fait aujourd'hui plus d'1 million d'euros de CA mensuel. Leurs commerciaux ont à peu près 12 à 15 leads par jour de rendez-vous. Ouais. C'est trop. C'est trop. Ça veut dire que les rendez-vous coulent à flot et sont dans une complète négligence de ces rendez-vous. C'est-à-dire que le commercial, et ça, c'est même pas la faute du commercial, parce que Steve le disait tout à l'heure, déjà de base, ils sont mal formés. C'est-à-dire que le niveau des commerciaux dans les startups est juste affligeant. Mais le propos n'est pas tellement là, parce que pour moi, encore une fois, c'est jamais la responsabilité du collaborateur. C'est toujours le chef d'entreprise qui est responsable. Ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Pour que tu comprennes la différence, tes parents, tu as un enfant qui va à l'école et qui frappe son camarade, toi en tant que parent, tu es responsable. Tu n'es pas coupable. Ton enfant, il n'est pas responsable, mais il est coupable. Tu vois? Là, c'est pareil. Dans une boîte, les commerciaux, notamment quand ils sont salariés, ils n'ont pas la main. Donc, ils vont faire en fonction du cadre qui leur est donné et des outils et des tâches qui leur est demandé. Donc, eux, ils ne peuvent pas exiger une formation si le manager ou si la direction ne le pense pas. Par contre, c'est à toi, directeur, c'est à toi, Head of Sales, c'est à toi, directeur commercial, c'est à toi, CEO, de le prévoir ça. Ça veut dire qu'à toi, effectivement, de te dire comment je fais pour que mon équipe elle soit performante. Comment je fais justement pour ne pas tomber dans cette statistique dont j'avais parlé effectivement dans un autre podcast, qui fait que 67% des chefs d'entreprise savent en début d'année que les objectifs commerciaux ne seront pas atteints. Et pour autant, ils ne font rien. Donc ici, pour les startups qui sont déjà lancées, ont déjà en fait de la maturité, l'idée c'est qu'ils ont des pôles commerciaux, mais qui ne sont pas efficients. Et justement, parce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que l'argent coûte tellement à flot qu'ils ne sont pas en fait dans les KPIs, ils le voient, mais ce n'est pas important pour eux comme indicateur ça. Eux, ils sont dans le futur, ils sont dans la projection, ils sont dans la sortie, dans le cash out, tu vois. Alors qu'ils peuvent allier les deux. Ils peuvent allier les deux et optimiser justement pour que demain ton cash out, parce que soit plus important. Parce que les gens qui sont investisseurs, si toi en tant que CEO, ce n'est pas important pour toi, effectivement, pour eux, c'est important parce que eux, plus tu as des KPIs maîtrisés et tu as un pôle commercial qui est optimisé, meilleurs tes chiffres sont. Et meilleurs tes chiffres sont, plus ils sont en confiance aussi. Plus les investisseurs sont en confiance et plus toi, ta valo, elle sera grande. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. Donc, aujourd'hui, quand on hallucine, quand on a des CEO qui nous disent « Non, mais moi, ce n'est pas important qu'on performe mieux », ils ont des taux de conversion qui vont avoisiner aux environs des 10%.
Souvent même moins. 10%, Souvent même et moins. parfois moins. C'est hallucinant. Alors que dans les business en ligne, les taux de conversion en moyenne minimum sont à 20%. À 20%. Donc imagine-toi aujourd'hui de doubler ton chiffre d'affaires. Clairement. Exactement. C'est parce que c'est ça. Si tu as 10% de conversion et que tu en fais 20, tu fais 2 fois plus C'est ça. d'argent. Donc, et je dis 20, alors que dans certaines niches, on est souvent dans les 40, 60, 40. on Ouais. peut arriver dans certaines niches à 70% Mm. quand les leads sont bien qualifiés, quand il y a une Sûr. bonne préqualification qui est faite. Et tu as mis le doigt aussi sur un élément qui était assez important tout à l'heure par rapport aux startups. Mm. C'est de se dire, aujourd'hui, moi, je suis dirigeant d'une startup. Ma priorité aussi, c'est de faire monter en compétence, finalement, mon pôle commercial. Et j'ai envie de dire, on va leur donner un deuxième secret qui est important, c'est même si tu as un modèle où tu as des commerciaux qui sont là, mais vous n'arrivez pas à traiter tous les leads, mais pense à ce surplus de leads qui ne peut pas être traité par ton équipe, de l'externaliser. Exactement. Et là, tu viens mettre le doigt sur quelque chose, tu viens aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire qui n'est plus dans ton scope, qui est Exactement. sorti de ton pipe. OK? Que tu vas rémunérer à la performance. Ça te coûtera, certes, peut-être plus cher, parce que forcément, mais tu gagneras, in fine, plus d'argent que ce que tes équipes étaient en capacité de faire. Lorsque tu dis, c'est même pas, je dirais même plus loin que toi, je dirais même pas que ça coûte de l'argent ou ça leur coûtera plus cher parce que c'est un argent qui n'était plus dans leur écran radar. C'est vrai, c'est vrai. Donc, qui rémunère parce qu'effectivement, nous, en tant que commerciaux externalisés, on est payé à la performance. Même si on te prenait à la rigueur 50% de commission là-dessus, bah, c'est 50% de toute façon De quelque chose que tu n'aurais pas. de bonus, de choses. C'est ça. Imagine que toi, tu te dises, voilà, moi, mon chiffre d'affaires, pour bien vivre, pour faire tourner ma boîte, bien payer mes collaborateurs, allez, j'ai besoin de générer 100 000 euros par mois. Là, tu es très bien. Et là, sur 100 000 euros par mois, tu prends également, toi, ta marge personnelle et tu te verses, toi, un salaire de 10 000 euros. Maintenant, si on te ramène, nous, un extra de 100 000, donc ce n'est pas 100 000, en globalité, tu as 200 000. Moi, je te pose une question, c'est sur ces 100 000 supplémentaires qui n'étaient pas dans ton radar, combien tu es prêt à nous payer là-dessus? Tu vois? Et c'est là le truc, c'est que même si on te demandait 30%, 40%, tu devrais pouvoir les donner. Parce que c'est de l'extra, ça ne te coûte rien. C'est de l'argent que tu n'avais même pas idée que tu pouvais faire. Et ce qu'on dit là, c'est pas propre aux startups, en fait, c'est propre à tous les business. À tous les business. Que tu sois corporate, que tu sois business en ligne ou encore les business en ligne, eux, ils captent du lead, eux, ils ont bien compris. Et c'est là où le business en ligne, quand même, il faut le dire, c'est quand même, ça reste une niche où quand tu mets 1 euro, tu sais combien vont sortir des 1 euro. Exactement. Et ils sont dans cette optique de toujours aller vouloir remettre dans la boîte, etc. pour aller décupler finalement le chiffre d'affaires. Donc, ça aussi, ça peut être une piste auquel, que tu sois dans le business en ligne, que tu sois en corporate, que tu sois une startup, auquel tu peux penser, de se dire, OK, moi aujourd'hui, dans la capacité actuelle des équipes que j'ai, ou peut-être j'ai même pas d'équipe, je suis vraiment solopreneur, je vais donc externaliser très rapidement mon pôle commercial pour moi rester dans ma zone de génie qui est la formation, la production de contenu ou peu importe, et je vais laisser ma vente à des professionnels qui vont m'aider à aller chercher plus de revenus. OK? Et comme eux, ils ont des méthodes, eux, ils ont des sales process, etc. Donc, ils vont pouvoir m'accompagner là-dessus. Et je vais pouvoir, tous les leads, tous les deals qui ont été perdus, etc., qui sont sortis finalement de mon pipeline, de mon scope, je vais pouvoir encore les confier, quitte à rémunérer un peu plus, mais aller chercher un chiffre d'affaires extra que je n'aurais pas fait. Donc, ça aussi, c'est une piste. Forcément, si vous êtes dans ce qu'on vient de décrire là, auquel vous pouvez penser et mettre en place tout de suite dans votre business parce que, in fine, ça vous rapportera plus d'argent. Et c'est le but aussi de ce podcast-là, c'est de vous donner vraiment les secrets. C'est de vous dire les choses, de vous dire là, les amis, là, vous merdez, là, ce que vous faites là, c'est bien. D'accord? Donc, je pense que dans ce domaine qui est finalement la vente en général, chacun a sa méthode en réel. Mais les business en ligne, il faut le dire quand même, ils ont très très vite compris en fait l'importance d'être très très proche de leurs sous et de vouloir vraiment gagner plus d'argent. Ouais, c'est ça, c'est qu'on a fait tout à l'heure un focus effectivement sur les startups, mais comme le dit Steve, c'est finalement cette approche, c'est une approche qu'on peut étendre aux autres mondes, hein, que ce soit les corpos ou que ce soit les business en ligne. Et des trois mondes, c'est vrai que les business en ligne sont ceux qui, au niveau du KPIs, en termes de budget publicitaire investi
et du retour sur investissement sont les plus regardants. Justement, le marché, le secteur, la thématique, où effectivement les retours sur investissement sont les plus, je Énorme. dirais, les plus optimisés. Et Pourquoi? surtout aussi Ouais. les plus énormes, hein. C'est immense aussi les ROI. Exactement. On a des ROI de minimum 5, on peut aller à 8, 10, 12, 15. 15, selon les secteurs, selon les niches. Donc, et c'est vraiment c'est vraiment d'eux que les startups peuvent s'inspirer et les corpos également, puisque bon, les corpos, là-dessus, sur la publicité, là, c'est la catastrophe. Autant, effectivement, on peut dire des choses sur les startups, mais sur les corpos, au niveau publicitaire, c'est la catastrophe. Pourquoi? Puisque eux vont investir plutôt sur des médias dits traditionnels, Ouais. donc la télévision, la presse, la radio. Alors que tu ne maîtrises pas. Et là, tu n'as aucune maîtrise sur les métriques. Maintenant, ça commence à changer. Certaines corpos commencent effectivement à augmenter leur budget sur les médias du web. Et d'ailleurs, on voit au niveau des statistiques que aujourd'hui, au moins la moitié du budget publicitaire, même chez les corpos, est mis sur Internet. Mais il y a encore des choses à améliorer. Et vraiment, l'amélioration, elle se fait en regardant ce qui se passe au niveau des business en ligne. Pour revenir sur ce que disait Steve, même pour les business en ligne, vraiment l'idée c'est se dire, voilà, qu'est-ce qui est dans mon scope, qu'est-ce qui est dans mon écran radar et qu'est-ce qui est hors écran radar que je peux aujourd'hui optimiser. Si tu es seul, si tu es un solopreneur et que tu as déjà fait des ventes, tu as expérimenté, tu sais que tu as une traction sur ton produit et tu as un produit market fit, donc ton produit il fonctionne, tu as la preuve sociale comme quoi le marché le veut, tu peux être maintenant débordé par ton marketing. Tout à l'heure, on le disait justement, l'idée de scaler, c'est de croître. Et à un moment donné, tu sais que tu ne peux pas te développer seul. Donc n'hésite pas, si effectivement tu es en capacité de gérer un certain nombre de leads, de donner l'excédent à des professionnels qui viendront rajouter des ventes supplémentaires à celles que tu fais déjà dans ta boîte. Et plus tard, tu pourrais effectivement, par rapport aux 3 verticales qui constituent une société, te libérer même de la vente, te libérer même du marketing et te focaliser uniquement sur ta zone de génie qui est effectivement de servir tes clients et donc d'être dans la partie délivrabilité comme on l'appelle. Et donc, créer une équipe pour générer ton marketing, créer une équipe pour s'occuper de tes ventes et toi, tu es uniquement dans ta zone de génie, c'est-à-dire délivrer. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir justement croître, scaler et ça, c'est vraiment tout le mal qu'on te souhaite en fait. Hein. Et voilà. Oui, et tu as aussi dans ce cas de développement, etc. Du coup, on parlait dans le précédent épisode, on a parlé un peu du setting qui est aussi qui est en forte croissance aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les entreprises en termes général sont focalisées sur les rendez-vous entrants, donc à leur pôle commercial, etc. Donc, qui tombent dans leur agenda, donc qui font l'école, les démos, donc ça dépend des secteurs. Dans certains secteurs, dans la tech, on parle beaucoup plus de démos. Dans l'infopreneuriat, on parle d'appels stratégiques, appels découverts, etc. Donc, les noms divers, ça change. Mais le plus important, c'est de se dire, il y a un autre focus à faire, c'est sur les personnes qui n'ont pas pris rendez-vous avec vous et de mettre des équipes spécialisées, que ce soit au niveau du coup téléphone, parce qu'on parle beaucoup du setting via les réseaux sociaux, via ta communauté, via tes groupes Facebook, tes pages Instagram, ton site internet, etc. Site internet avec un chat, mais il y a aussi le côté téléphonique où on va aller appeler les personnes du coup, qui sont intéressées, du coup, qui ont opt-in, donc qui se sont inscrits pour assister à une de tes conférences, à un de tes webinaires, à un de tes produits, à un test, etc. Peu importe la niche dans laquelle tu es. Et le but ici, c'est d'appeler ces personnes-là, de les préqualifier, de s'assurer, de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont, du coup, elles se sont inscrites, d'accord? Quels étaient leurs besoins et de voir si c'est corrélé pour justement pouvoir leur proposer cet appel avec tes équipes, ton pôle commercial. Et là, en faisant ça, tu vas avoir non seulement à traiter du coup les calls qui vont venir des rendez-vous et tu vas avoir un surplus d'appels qui va venir augmenter ton chiffre d'affaires, logiquement, puisque tu vas traiter plus, tes équipes commerciales vont traiter plus de volume d'appels.
Ok? Exactement. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose à mettre en place si tu n'as pas optimisé déjà tes commerciaux, tes closers, etc. Il faut que tes closers soient déjà optimisés, que le temps soit optimisé, qu'ils ne soient pas en surcharge, parce que sinon, tu vas encore venir plus t'es surchargé et tu vas avoir, comme on le disait si bien, avoir énormément d'argent en négociation que personne n'a le temps de traiter. D'accord? Donc, c'est toujours de se dire, dans l'idéal, c'est un closer pour un setter en règle générale. Donc, le setter, c'est la personne qui va aller un peu, pas faire de la prospection sauvage, comme quand on t'appelle le dimanche soir alors que tu n'as rien demandé, ou tu t'es inscrit nulle part, on a chopé ton numéro, je ne sais d'où. C'est pas ça du tout. C'est vraiment appeler les personnes qui, elles ont sollicité de l'intérêt pour votre thématique, pour votre produit, pour votre service. Et là, tu vas pouvoir faire cette traction, ramener encore ce flux de personnes-là vers tes équipes commerciales. Donc, l'idéal, c'est d'avoir déjà un bon pôle commercial solide avec de bons process pour aller chercher plus de chiffre d'affaires en mettant en place des setters. Parce que moi, je pense que ça, on l'a déjà vu en agence, des personnes qui me disent, oui, notre problème aujourd'hui, c'est qu'il nous faut des setters. Yes. Ouais, mais en fait, pas toujours. Donc, on a tous ces deux fausses croyances de gens qui se disent, oui, aujourd'hui, j'ai du mal parce que, du coup, j'ai pas de closer. OK? Ou alors, il me faut des setters. Parce qu'aujourd'hui, c'est le setting, parce que j'ai vu le setting et donc tout le monde pense que c'est le setting, le nouveau truc magique qui va faire que tu gagnes plus d'argent, etc. Non, pas du tout. Des fois, ton problème, c'est pas sur le setting. Des fois, ton problème, c'est que tes équipes, elles sont mal structurées. Il y a trop d'appels parce qu'ils sont en sous-nombre, en sous-infériorité en termes d'effectifs. Tu n'as pas de bon sales process, ils n'arrivent pas à traiter tous les leads. Donc, ta problématique n'est pas d'onboarder des setters. C'est déjà d'essayer de stabiliser l'activité de tes closers. Et ensuite, tu peux te dire, OK, là, c'est stabilisé. Là, on a un bon retour sur investissement. On sait combien, on connaît nos taux de conversion. On a fait augmenter nos taux de conversion de nos équipes parce que c'est aussi ça le nerf de la guerre. Comment est-ce que tu vas aller chercher 1%, 2%, 3%, un peu plus chaque jour en mettant des actions, en collaborant avec le marketing aussi pour pouvoir le faire. Et là, tu peux te dire, OK, maintenant, comment est-ce qu'on va aller chercher le chiffre d'affaires supplémentaire? Donc, on va aller chercher peut-être 5% en plus grâce au setting. Et là, tu peux onboarder les setters. C'est ça. Je ne sais pas si c'est ce que tu trouves que c'est pertinent ce que je dis. J'ai rien à rajouter, tu as tout dit. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore, dans le cadre de ce podcast, défini ce que c'est que le setting. On sera peut-être amené à faire justement un épisode là-dessus. Mais c'est vrai que c'est le nouveau Graal un peu. C'est un peu le nouveau joujou à la mode. Comme il y a encore 2-3 ans, effectivement, les entreprises, les influenceurs, les startups pensaient qu'avoir un commercial qu'on appelle sales ou bizdev ou closer, c'était le bouton magique, la baguette magique. Il suffisait notamment dans les business en ligne d'avoir un closer et tu avais ton business qui allait décoller. Et c'est pas ça en fait. Et aujourd'hui, ils pensent que si tu as un setter, ton business va décoller. C'est pas ça non plus. Donc en fait, comme le dit Steve, c'est un tout. C'est un tout. Oui, effectivement, idéalement, dans un pôle de vente, il faudrait... Après, effectivement, il y a toujours du cas par cas, des cas particuliers, mais globalement, on constate de façon statistique que c'est un setter pour un closer. Ça, effectivement, ça constitue ton pôle de vente, avec effectivement un responsable, un manager, un head of sales. Mais par contre, il y a aussi le travail fait par le marketing. Et comme on l'a déjà évoqué dans un autre épisode, c'est un travail qui se fait justement en bonne intelligence, en coordination, puisque le closing et le setting n'est rien d'autre que le prolongement du marketing. Et donc, se dire que je mets en place un setter, je mets en place un closer, ça y est, mon business va décoller. Non, il faut que tu aies également un bon marketing. Parce que Steve l'a dit, les problèmes qu'il peut y avoir dans ta propre sales team, elles peuvent venir effectivement du fait qu'il n'y ait pas forcément de bons process de vente, qu'il n'y ait pas forcément un niveau de suivi, un niveau de management pertinent des closers. Ça peut être lié parfois au script en lui-même, qui n'est pas forcément adapté au produit. Ça peut aussi parfois être tout simplement le produit. Et le produit, s'il n'est pas bon, écoute tes commerciaux quand ils te font les remontées de terrain des clients. Pour que tu puisses l'ajuster, l'adapter. Ou alors, ça peut être tout simplement un problème marketing. Et là aussi, ce n'est pas parce que tu as des leads qu'il faut dire oui, mais mes closers, mes setters sont mauvais.
jamais on avait dit que la génération de leads était en soi le Graal absolu. Le but, c'est pas d'avoir des leads. Le but, c'est d'avoir des bons leads. Et donc, encore une fois, tout à l'heure, on le disait, il y a des équipes, il y a des sociétés, des startups qui sont capables de générer du 12-15 leads par jour pour leurs équipes. Mais des leads qui sont aussi pourris. Et moi, il y a un truc qui est aberrant. Moi, j'ai assisté à pas mal de réunions. On a assisté à pas mal de réunions avec nos clients, etc. Et ce qu'on remarque souvent, c'est que beaucoup font des réunions avec le pôle marketing d'un côté et avec le pôle vente de l'autre côté, alors que les deux doivent fonctionner ensemble. Et je trouve ça aberrant que jusqu'à présent, les gens ne se disent pas que non. En fait, si on fait des points hebdo, on doit effectivement faire des réunions co, etc., ce qui est logique, mais aussi faire des points avec les sales et le marketing et ben, du coup, qui communiquent, qui se disent, OK, nous, voilà ce qu'on remarque aujourd'hui sur le marché. Quels sont les créatifs que tu as lancés? Est-ce qu'on peut voir les publicités qui sont lancées pour essayer de comprendre quel est le message qui est véhiculé? Et dans quel état d'esprit les gens arrivent sur le call? Exactement. Mais la plupart du temps, j'ai envie de te dire, ils ne savent même pas. On lance des créatifs, des vidéos, des campagnes publicitaires. Tes équipes commerciales, elles n'ont même pas vu les publicités. Ouais. Elles n'ont même pas vu les pubs. Ouais. Comment est-ce que tu veux qu'elles soient dans le même mood que ton audience? C'est compliqué. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ton client, ton prospect voit ta publicité, ta communication. Dans ta communication, tu as mis une énergie. Tu as mis une façon de communiquer ton message. Et donc, ce message va les impacter d'une certaine façon. L'impact de ce message sur eux font qu'ils vont arriver au call avec un certain état d'esprit. Sauf que ton équipe de vente doit être au parfum de l'état d'esprit dans lequel les gens arrivent pour que lui-même ne soit pas surpris et soit prêt à les accueillir dans ce cadre-là. Donc, il va mettre en place un cadre qui permet d'accueillir les gens dans un certain état d'esprit. Si le cadre dans lequel il les reçoit ne correspond pas à l'état d'esprit dans lequel les gens viennent, ça ne marchera pas. Parce que souvent, on parle de closing, on parle de vente. Les gens ils ne comprennent pas que, et là, ça n'a rien d'ésotérique, c'est scientifique. Les gens viennent avec un certain niveau d'énergie qui correspond à un certain niveau de fréquence vibratoire. Ça veut dire que ta créative, ta publicité les met dans un certain état. On est d'accord que lorsqu'on regarde un film, on est dans un certain état. Quand tu regardes un film de Jackie Chan ou anciennement de Bruce Lee, aujourd'hui, je ne sais pas moi, de Jet Li ou d'un autre acteur qui fait du karaté, tu sors de la salle, tu es dans un certain état d'esprit. C'est-à-dire que nous, en tant que mec, on sort de la salle de ciné, on est dans un état d'esprit combatif. Genre, tu es avec ta nana, tu vois un gars qui la regarde, et là, tu es chaud. Tu es chaud, tu te dis pourquoi il la regarde. Et tu as envie de lui rentrer dedans. Pourquoi? Parce que le film t'a mis dans un certain état émotionnel. Ça te procure des émotions. Ça te procure des émotions. Comme et donc, tu chiales devant Titanic. Tu regardes le film de Titanic, tu es dans un état émotionnel. Et donc, la publicité met les gens dans un état émotionnel. Et donc, les gens viennent avec cet état émotionnel dans le cadre du call. Sauf que si ton commercial ne sait pas dans quel état émotionnel tu l'as mis, donc dans quel état vibratoire, dans quel état il est, dans quel niveau d'énergie il est, il ne va pas savoir l'accueillir. Si il sait que la personne est dans un état de stress, il va créer un environnement propice à accueillir quelqu'un qui est dans le stress. Si c'est que la personne est dans un environnement, dans un état d'excitation, de joie, d'allégresse, il va créer cet environnement. Donc, c'est extrêmement important pour toi, CEO, responsable marketing, responsable de vente, de savoir ces éléments-là et de communiquer ça à tes équipes de vente. Et finalement, comme le disait Steve, de faire en sorte que tu aies des points de contact réguliers, peut-être une fois par semaine, peut-être au moins minima une fois par mois, entre tes équipes. À chaque lancement de créatif. Entre tes équipes sales et tes équipes marketing. Et j'irai même plus loin, c'est que le rôle du marketing ou d'une conférence ou peu importe, c'est de venir augmenter le niveau de confiance du prospect par rapport à ton activité, à ton service, à ton produit. Et le closer finalement, ou le commercial, donc les anciens commerciaux, etc., lui, il va venir rajouter les points qui manquent justement au niveau de confiance pour que le prospect quitte de l'état de prospect à client. Disons qu'on prend une échelle sur 10. On va dire que c'est ça, on prend une échelle sur 10. On va dire que le marketing, son rôle, c'est de pouvoir amener finalement le client dans cet état vibratoire émotionnel à se dire ok, je comprends ce qu'ils font, j'ai suffisamment confiance en ce qu'ils me disent et je les amène. Si le marketing est très bien,
il peut les amener à 7, 8, des fois même 9. OK? Et le closer, lui, il vient avec un point Il pour vient faire les terminer. 10. C'est ça. Si le marketing est correct, donc tu as 5 à 6 points, donc tu vois déjà que le closer, il a 4 points à aller chercher, voilà, ou 3 points à aller chercher. Plus d'efforts. Plus d'efforts à fournir justement pour aller essayer de convertir la personne. Donc, disons qu'il monte à 9, donc il va avoir la fameuse objection de je dois réfléchir, etc. Je dois parler à ma femme. Donc, je pense qu'on va faire une session spéciale podcast sur les différentes objections qui viennent et ça va vous amener beaucoup de billes. Mais c'est de venir augmenter ce niveau de confiance-là. Donc, c'est pour ça que c'est important. Quand vous sortez, du coup, vos créatifs, vos campagnes publicitaires, de faire un point avec vos sales pour qu'ils puissent voir la publicité, ressentir aussi les émotions, le niveau de confiance. Vous faites une conférence, peu importe, que vos équipes puissent voir exactement ce que vous faites pour justement être calé et venir augmenter les points qui manquent pour aller chercher les 10. C'est ça. C'est ça. Bah, écoute, je pense qu'on arrive sur la fin du podcast. Bah, merci. Merci déjà d'avoir suivi. En conclusion, qu'est-ce que tu dirais, toi? Je dirais que si vous êtes un business en ligne ou alors une startup ou alors une entreprise, la priorité pour vous, c'est 1. Former vos sales. 2. Penser à l'externalisation de votre pôle commercial si ce n'est pas votre zone de génie pour aller chercher plus de résultats, plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est une bonne option puisque vous allez payer les personnes à la performance. Donc, ça ne vous coûte dans l'absolu rien du tout. 3, ça vous permet aussi de pouvoir mettre en concurrence vos équipes internes avec une équipe externe et vous allez pouvoir juger vous-même est-ce que mes équipes sont au niveau ou pas. Ça peut être aussi un bon indicateur pour vous. Et j'ai envie de vous dire que rendez-vous au prochain épisode de podcast où on va venir vous dire les choses. C'est ça. Tu vois, ton troisième point, c'était mon point de conclusion. C'est que, puisque aujourd'hui, l'idée, c'était qu'on vous parle de l'externalisation justement de votre pôle de vente. Et le maître mot en tant que dirigeant, de toute façon, c'est le chiffre d'affaires. C'est combien ça va me coûter. Et vous ne vous dites pas combien je vais devoir investir. Vous vous dites combien ça va me coûter. Après, combien ça va me rapporter. Aujourd'hui, effectivement, l'externalisation, c'est presque gratuit. Quand je dis c'est presque gratuit, effectivement, selon les agences, il peut y avoir ici ou là ce qu'on appelle des frais de setup, des frais de mise en place. Mais ensuite, derrière, c'est gratuit, c'est-à-dire qu'une fois que c'est mis en place, il n'y a pas de vente. Vous ne payez rien, il y a des ventes. Effectivement, vous devez être amené à payer les commissions qui ont été négociées en amont. Mais par contre, le point le plus important, c'est que vous dites, OK, aujourd'hui, quel est le coût que j'ai? Quel est mon coût d'acquisition en interne, client, et qu'est-ce que ça me coûterait si effectivement j'externalisais ça? Et c'est en ça qu'effectivement le dernier point de Steve, c'était mon point de conclusion, c'est que ici vous avez un référentiel et vous allez pouvoir justement comparer. Encore une fois, donnez-vous des options. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui se donne des options. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va éviter d'être fermé dans un carcan, il va se donner des options. Donc si aujourd'hui vous avez des leads qui sont bâclés, qui ne sont pas traités, vous avez effectivement cette croyance comme quoi, vous avez cette conviction comme quoi effectivement votre pôle de vente en interne n'est pas suffisamment performante, vous pouvez les challenger juste en mettant en face un autre pôle indépendant qui connaît moins bien le produit que vos commerciaux, qui est moins bien formé dessus et qui pourtant va vous montrer que son efficience et non pas son efficacité, son efficience commerciale est supérieure. Ça vous permettra effectivement de vous remettre en cause et de remettre en cause également vos propres équipes. Ou de les faire monter en compétences. Non pas en les virant, mais en les faisant monter en compétences parce qu'ils vont se dire « Waouh, attends, il y a des gars, ils connaissent rien à notre produit. Là, en un mois, ils ont déjà fait tant. Ils ont fait aussi bien que nous, sinon plus. » Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et en ça, effectivement, vous devrez effectivement y porter attention. Sur ce, en tout cas, merci de votre temps, de votre disponibilité. Merci d'avoir participé à cette émission. On vous dit à la prochaine.